forces armées, réalisé par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal. Fidèles auditeurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission La Voix du Djambar. Une émission conçue et réalisée par la division Média Stratégie de la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Le sommaire dans un instant. La ligne de mire de cette émission sera axée sur la visite de travail du général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées en République de Guinée-Bissau. Élément qui sera suivi de la célébration du cinquantenaire de l'École nationale des sous-officiers d'actifs à Koutal, en zone militaire numéro 3. Dans le mini-journal, vous aurez d'abord la visite du général de division, inspecteur général des forces armées au 10e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Ensuite, le séminaire de formation des formateurs en genre dans les armées au cercle mess des officiers, colonel Emmanuel Gomis à Dakar. La page santé de l'émission sera consacrée à l'entretien sur les hépatites avec le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue, gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux adjoint au chef de service gastro-entérologie de l'hôpital principal de Dakar. Après cet élément, vous aurez une immersion sur l'atelier de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus à l'infirmerie hôpital de la base militaire de Thiès. Dans la rubrique Que sont-ils devenus, nous vous proposerons l'entretien avec l'adjudant-chef Mam Alassane Ba, ancien sociétaire de l'association sportive des forces armées. Les avisés communiqués et le disque du soldat mettront fin à cette émission. À la présentation, sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique, sergent-chef Famara Bodian. À tout de suite pour le développement des titres. La voix des Djambars. Le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, accompagné d'une forte délégation, a effectué une visite de travail en République de Guinée-Bissau le vendredi 22 octobre 2021. Cette visite, qui entre dans le cadre du renforcement des liens de coopération militaire bilatérale entre les forces armées sénégalaises et bissau-guinéennes, a constitué pour le chef d'état-major général des armées une occasion de rencontrer de hautes autorités civiles et militaires de ces pays frères. Compte rendu, sergent-chef Seydou Diallo. Le général de corps d'armée, Cheikh Wade, chef d'état-major général des armées, a effectué une visite en terre bissau-guinéenne. Au cours de sa visite, le général Wade a été reçu successivement par son Excellence Ngor Ndiaye, ambassadeur du Sénégal à Bissau, le général Fati, ministre de la Défense et des anciens combattants, et le général de corps d'armée Biagui Nantan, chef d'état-major général des forces armées bissau-guinéennes. Il a par ailleurs eu une séance de travail avec son homologue bissau-guinéen sur les grands dossiers de la coopération tels la formation dans les écoles d'officiers et de sous-officiers, l'entraînement, le soutien et la sécurité transfrontalière. Le général Fati, ministre de la Défense et des anciens combattants de la Guinée-Bissau, au cours de son entretien avec le général Wade, a exprimé tout son souhait de voir les armées sénégalaises accompagner les armées bissau-guinéennes. Avec Sénégal, Guinée-Bissau, on n'a rien qu'à prendre. Bissau est obligé d'apprendre avec son frère de Sénégal dans tous les domaines, mais en particulier au niveau militaire. Ça, c'est très important. Je voudrais remercier parce que le général Biagé m'a dit qu'on a plusieurs jeunes qui ont été formés au niveau de l'école militaire du Sénégal. Et encore une fois, merci beaucoup. Mais il faut que le ministre de la Défense du Sénégal, le maître Sidiki Kaba, sache que nous, on souhaite l'aide du Sénégal. Puisqu'on peut mettre à niveau d'être des militaires républicains pour créer la stabilité du pays. Il n'y aura pas de développement sans la stabilité. Il ne peut pas avoir. La dernière étape de la visite a été l'audience que son Excellence Oumarou Sissoko Oumbalo,
président de la République et commandant en chef des forces armées bissau-guinéennes a accordé au général de corps d'armée Cheikh Wade. Le général Wade. Ça a été une visite très utile, très opportune, une visite qui m'a permis, en tant que chef d'état-major général des armées du Sénégal, de m'inscrire parfaitement dans la voie tracée par mes prédécesseurs. Comme vous le savez, nos deux armées entretiennent des relations très anciennes. L'objectif de cette visite, donc naturellement, consiste à consolider et renforcer davantage les relations que nous entretenons. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération militaire bilatérale, a été une occasion pour eux de raffermir les liens d'amitié et de fraternité qui lient ces deux pays frères. L'École nationale des sous-officiers d'active a 50 ans. La cérémonie commémorant le lancement des activités de son cinquantenaire s'est déroulée le lundi 25 octobre 2021 dans l'enceinte de la dite école 6 à Koutal. Elle a été présidée par le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3. Cette activité a vu la présence de plusieurs anciens issus des différentes promotions. Depuis Kaolack, le sergent Amadou Diouf du bureau information relations publiques zone militaire numéro 3 a suivi pour Armée Nation. Initié par la Fédération des promotions de l'École nationale des sous-officiers d'active, ces activités qui entrent dans le cadre de la célébration du cinquantenaire de cette prestigieuse école s'inscrivent parfaitement dans la vision stratégique de l'armée basée sur le culte de l'excellence organisationnelle. C'est ainsi un moment de recueillement, de bilan, mais aussi d'espoir de voir l'école s'enrichir d'année en année de jeunes Sénégalais en quête de nouveaux sens à donner à leur vie. Le colonel Amadou Makhtar Ndiaye, commandant la zone militaire numéro 3, s'est exprimé à l'issue de la randonnée pédestre organisée à cet effet sur cette initiative. Je pense que c'est une excellente initiative et je voudrais saluer vraiment cette démarche de la Fédération des promotions de l'ENSOA. Vous savez, les écoles, c'est d'abord la tradition. La tradition, ça passe par les anciens. Et je pense que l'esprit qui préside à ce que fait cette fédération de promotion se manifeste dans l'activité que nous avons menée ce matin. La randonnée tous ensemble, non seulement des armées, mais des personnels des armées, mais également des personnels de la gendarmerie nationale, de la brigade nationale des sapeurs-pompiers. Donc c'est-à-dire que c'est une activité de cohésion, une occasion de fraternité. Et essentiellement, quand on parle de fédération de promotion qui vise à perpétuer les traditions dans l'école, la première chose qui vient à l'esprit, c'est la solidarité et la fraternité. Donc l'activité que nous avons menée ici s'inscrit bien dans tout ce que vise la Fédération des promotions de l'ENSOA et dans tout ce qui est l'ENSOA, qui est une école prestigieuse, une école ancienne, qui fait la fierté des armées et qui est une école de tradition. Saluant cette volonté des anciens de mettre sur les fonds baptismaux la Fédération des promotions et la fondation de l'École nationale des sous-officiers d'active, le colonel Badara Ndiaye, commandant de l'école, revient sur l'importance de cette célébration. L'ENSOA qui a l'honneur après 50 ans d'existence. Et 50 ans, ça doit se fêter. Et les anciens donc ont pris leur courage à deux mains pour réorganiser l'ENSOA en fédération et en même temps mettre sur les fonds baptismaux une fondation. Donc depuis le début de l'année, les festivités ont démarré. Avec la sortie de la dernière promotion de l'ENSOA, on a démarré des manifestations et des festivités. Et aujourd'hui, c'est la date anniversaire de l'École nationale des sous-officiers d'active qui a été créée le 25 octobre 1971. Les festivités donc devraient prendre leur ampleur et arrivé au 25 maintenant, on fait une prise d'armes pour regrouper toutes les promotions de l'ENSOA, faire l'appel des promotions au niveau de la salle d'honneur, visiter l'école pour les grands anciens qui n'ont pas connu cette école parce que l'école a été délocalisée en 2017, donc il leur devait de venir communier avec les plus jeunes. Les manifestations vont continuer. Nous aurons un dîner de gala à Dakar au niveau de la salle des banquets de la Marine nationale.
Il a ainsi fait le bilan de l'école après 50 ans d'existence. C'est l'âge de la maturité. Et quoi qu'on dise, l'ENSOA est majeur. Ce n'est pas nous qui le dirons, mais c'est pratiquement toute l'Afrique, toute la sous-région. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon discours, l'ENSOA, c'est pratiquement plus de 2000 sous-officiers formés. Et parmi ces 2000 sous-officiers formés, 250 sont issus des pays de la sous-région. Et c'est aussi bien des pays francophones, des pays anglophones que des pays lusophones qui se reconnaissent de l'école. Et pour preuve, je le dis souvent, il y a des généraux qui sont issus de l'ENSOA au Sénégal. Mais il y en a aussi qui sont issus des pays de la sous-région, comme au Burkina Faso, comme au Mali et autres officiers généraux des pays francophones. Donc l'ENSOA est majeur. Les défis sont immenses. Il y a eu des défis organisationnels, parce qu'en fait l'ENSOA se doit s'organiser et de se réorganiser. Et il y a une montée en puissance qui est actuellement en cours. Le colonel en retraite Boubacar Diack de la première promotion soutient que cette célébration du cinquantenaire est un vœu qui se réalise. C'est un vœu des éléments de la première promotion qui se réalise aujourd'hui. Nous préparons le lancement du cinquantenaire de l'ENSOA. Et vraiment, c'est avec beaucoup de nostalgie et également un pincement au cœur que nous nous souvenons 50 ans en arrière quand nous avons débarqué ici dans ce camp Sémou Djimit, un 25 octobre vers midi. Et aujourd'hui, avec toute cette jeunesse que nous voyons, avec également tout ce que l'ENSOA a réalisé jusqu'à présent, je crois que c'est un grain de satisfaction. À rappeler que plusieurs activités sont prévues. Une façon de célébrer le cinquantenaire de l'École nationale des sous-officiers d'active. On peut citer une randonnée pédestre à Kaolaka, une visite de l'école par les anciens, l'appel de promotion pour mettre à jour le fichier. La salle d'honneur a reçu les hôtes, une façon de se souvenir des grands anciens qui ont eu à commander l'école, illustrée par des photos. Sergent Amadou Diouf, Bureau Information, Relations publiques zone militaire, numéro 3. Le général de division Elas Daoudagnan, inspecteur général des forces armées sénégalaises, a effectué une visite d'inspection à Sévaré du 11 au 12 octobre 2021. Cette inspection entre dans le cadre du protocole d'accord entre les Nations Unies et l'État du Sénégal en vue du remboursement des prestations au profit de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Compte rendu sergent-chef Moustapha Diatta du Bureau Information Relations publiques d'Etsendis Mali. Après avoir reçu les honneurs à son arrivée à l'aéroport international Ambodédio de Mopti, le général de division Elas Daoudagnan, inspecteur général des forces armées sénégalaises, a d'abord rendu visite aux représentants de la chef du bureau au camp 14 hectares qui lui a témoigné de la qualité du travail fait par le détachement. À l'issue, le général Niang, accompagné de sa délégation, s'est rendu au camp 4 hectares. Sur place, il a eu droit à une présentation du colonel Théodore Adrien Sarr, commandant le 10e détachement sénégalais de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Les moyens et équipements déployés par le commandement, le volet santé, le niveau des opérations menées par le contingent étaient entre autres les éléments fondamentaux de l'exposé du colonel Sarr qui, selon le général Niang, est en phase avec les témoignages reçus. Une visite dynamique s'en est suivie au cours de laquelle l'inspecteur général a également apprécié l'aspect sécuritaire et l'aspect opérationnel. Dans leur ensemble, l'entretien et l'attention portée aux moyens logistiques qui constituent l'un des socles du travail fait par le contingent face à la troupe. Le général Niang a axé son message sur 3 points essentiels que sont félicitations, encouragement et suivi. Je voudrais vous transmettre les félicitations de la mission de l'ONU, notamment du représentant spécial du secrétaire général que j'ai rencontré jeudi dernier et qui m'a fait part de sa satisfaction par rapport au travail effectué par le détachement sénégalais ici, mais aussi le détachement du génie qui se trouve à Gao. Ces mêmes remerciements ont été réitérés par le représentant, le chef du bureau régional à Gao et le chef du bureau régional ici aujourd'hui à Sénat. Deuxième partie du message, c'est des encouragements, parce que vous êtes là depuis 9 mois environ, la mission continue. Donc je vous encourage à garder ce niveau d'engagement et ce niveau de professionnalisme pour continuer à remplir votre mission avec efficacité.
Le troisième et dernier point de mon message, c'est des souhaits. Je vous souhaite bonne chance pour la suite, bonne continuation, jusqu'au moment de la relève, afin que vous puissiez rentrer chez vous, au sein de vos familles, sains et saufs. Au lendemain de son inspection, l'inspecteur général des forces armées s'est rendu à l'infirmerie de niveau 1 appartenant au détachement et au camp 16 hectares où le contingent sera prochainement relocalisé. Sergent-chef Moustapha Diatta, Bureau Information Relations publiques d'Ersendis, Mali. En collaboration avec la Direction pour l'équité et l'égalité de genre du ministère de la Femme, de la Famille et du Genre, la division genre de l'État-major général des armées a organisé un séminaire de capacitation les 20 et 21 octobre 2021. Cet atelier consistait à former les formateurs en genre dans les armées sur différents concepts du genre. Il s'est tenu au cercle mess des officiers colonel Emmanuel Gomis. Reportage sergent-chef Seydina Issa Diouf. Organisé pour capaciter des officiers et sous-officiers supérieurs des grands commandements et services des armées sur le genre, ce séminaire de formation des formateurs était axé essentiellement sur le concept, la perception et la mixité du genre dans les armées. Le dentiste lieutenant-colonel Khadé Sassi, chef de la division genre de l'état-major général des armées, sur l'apport du genre dans les armées. L'objectif de ce séminaire, c'était de former les formateurs, les futurs formateurs en genre dans les armées. Et il s'agit d'officiers et de sous-officiers supérieurs de différents grands commandements et services, de différentes zones militaires, pour être formés sur différents concepts, différentes notions sur le genre, mais aussi d'autres thématiques liées au genre, comme les violences basées sur le genre, la mixité, les perceptions sur le genre, etc. Il y a eu beaucoup de sujets très importants qui ont été débattus. Et les instructeurs, c'était l'équipe de la direction du genre du ministère de la Femme. Nous, ce qu'on apporte à l'armée, c'est un peu un accompagnement pour veiller à ce que les besoins spécifiques des hommes et des femmes soient pris en compte. Donc, c'est en quelque sorte ce type d'activité qu'on est en train de mener pour que les gens puissent comprendre que tout le monde a ses chances dans l'armée, qu'on soit homme ou femme. Tout le monde doit avoir les mêmes opportunités pour pouvoir s'épanouir dans l'armée et donner quelque chose de positif à l'armée. Donc, cette division vient en fait renforcer l'action de l'armée. Et aussi, cette division, en quelque sorte, doit veiller à ce que le bien-être des hommes et des femmes soit assuré. Le genre étant presque méconnu dans les armées, le dentiste lieutenant-colonel Le Si a tenu à décliner son plan d'action pour édifier le personnel militaire pour une meilleure prise en compte de la structure qu'elle dirige. On a un plan d'action qui s'articule autour de 5 grands objectifs. Donc, le premier objectif, c'est de faire de telle sorte que le genre soit institutionnalisé. Le deuxième objectif, c'est le genre en tant que tel, que les gens puissent comprendre ce que c'est, ce concept. Et tout ce qui tourne autour, les concepts d'équité, d'égalité. Et le troisième objectif, c'est d'avoir un accompagnement communicationnel par la DIRPA. Toujours dans notre plan d'action, le quatrième objectif, c'est d'avoir un bon réseau de points focaux et un bon suivi-évaluation. Les points focaux, est-ce qu'ils ont fait des activités de formation dans leurs unités ou pas? On suit leurs activités et si ce n'est pas fait, on les incite à faire pour vraiment que ça marche. Parce que le genre ne doit pas s'arrêter à l'état-major, à l'équipe genre, mais ça doit rouler partout. Partout où on a des points focaux, les points focaux doivent vraiment faire des efforts de sensibilisation, de formation, organiser par exemple des randonnées pédestres sur un thème spécifique lié au genre. Donc, ce sont ce genre d'activités qu'on doit mettre en œuvre et qui ont été élaborées dans le plan d'action. Le dernier objectif de ce plan d'action, le dernier et cinquième objectif, c'est nouer des partenariats avec, par exemple, des institutions publiques et privées, comme des ONG, ou bien des institutions militaires d'autres pays, pour voir comment eux, ils gèrent le genre dans leurs institutions militaires et qu'on puisse nous s'inspirer, ou bien eux qu'ils puissent s'inspirer de ce qu'on fait. L'apport de l'approche genre dans les armées repose sur l'identification des besoins spécifiques à chaque catégorie de personnes. Selon Mme Astou Diouf Gaye, directrice de l'équité, de l'égalité de genre du ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, cette approche qui vise à oppresser les inégalités entre hommes et femmes dans les armées est substantielle. La politique genre du Sénégal est fondée sur la variable homme-femme. Vous allez me dire, ne nous parlez pas d'hommes et de femmes, mais c'est ça en réalité
le soubassement de la politique genre au Sénégal, si vous revisitez la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre, tout au long du contenu de la stratégie, il est mis en exergue le rapport homme-femme pour adresser les inégalités, les écarts entre les deux sexes, le rapport homme-femme pour adresser les besoins spécifiques à chaque catégorie, mais le rapport homme-femme pour appréhender l'apport de tout un chacun dans le développement du pays. Pour en revenir au secteur spécifique de l'armée, vous allez nous dire quel a été l'apport de l'approche genre. Elle a été vraiment substantielle à plus d'un titre parce que cette approche a permis de réviser certains textes de l'armée pour prendre en charge les besoins spécifiques des femmes qui sont dans le secteur, les personnels féminins, mais également pour pouvoir accompagner l'intégration des femmes. C'est sur la base de cette approche que l'intégration des femmes a été facilitée avec toute la panoplie de mesures d'accompagnement qui ont été prises au niveau juridique, au niveau institutionnel, mais même au plan psychologique et social. Donc c'est juste pour vous dire que cette approche a permis au Sénégal de bâtir une politique parce que le genre est devenu une politique, parce que c'est tout simplement un enjeu de développement, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu social et voire culturel. Le genre considéré comme outil pour un équilibre dans les armées est aussi un moyen et une voie certaine pour une meilleure prise en charge des besoins des militaires hommes et femmes, tout dans un esprit d'une gestion saine et efficace des ressources humaines des armées. Les hépatites sont des maladies silencieuses causées par le virus appelé VHB. Ces maladies constituent de véritables problèmes de santé publique. Non diagnostiquées, elles peuvent provoquer des infections chroniques comme la cirrhose ou le cancer du foie. Pour plus d'éclaircissement, le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo, hépatologue, adjoint au chef de service de gastro-entérologie, spécialiste des hôpitaux des armées, a accordé un entretien à Armée Nation. Bonjour docteur. Bonjour, je suis le médecin lieutenant-colonel Ibrahima Diallo. Je suis hépato-gastro-entérologue, spécialiste des hôpitaux des armées, adjoint au chef de service de gastro-entérologie. Docteur, on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre discussion portera sur l'hépatite. Docteur, qu'est-ce que l'hépatite? L'hépatite, donc plus précisément l'hépatite B, donc qui nous concerne surtout, est une maladie due à un virus, qu'on appelle le virus de l'hépatite B. Donc, c'est un virus qui existe de façon endémique à travers le monde et il existe des zones de forte prévalence, notamment dans la région de l'Afrique subsaharienne, où se situe le Sénégal, où nous avons des taux élevés de prévalence du virus de l'hépatite B. C'est un virus qui peut donner une maladie au niveau du foie, d'où le terme hépatite. Donc, ça peut donner une inflammation du foie qui, à la longue, peut se compliquer pour donner soit une cirrhose ou bien un cancer du foie, qui est la complication la plus redoutable. Vous venez de le mentionner, hépatite B. Donc, existe-t-il différentes variantes d'hépatite? Oui, il existe plusieurs types d'hépatites. Donc, il y a les hépatites dues à des virus hépatotropes, donc qui ont eu seulement une prédominance d'une atteinte hépatique, qu'on appelle les virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B, le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D, le virus de l'hépatite E. Il existe d'autres virus d'hépatite également, mais les plus courants, ce sont les virus que je viens de citer. Et en ce qui nous concerne, c'est le virus de l'hépatite B qui vraiment pose problème dans notre pays. Docteur, pouvez-vous revenir sur les modes de transmission de l'hépatite? L'hépatite B se transmet de plusieurs façons et cette transmission est variable selon les zones où on se situe. En ce qui nous concerne, la transmission la plus fréquente est ce qu'on appelle la transmission horizontale. Lorsque l'enfant donc naît, au moment de la naissance, la maman peut transmettre à l'enfant le virus, ou bien lorsque l'enfant est jeune, entre 0 et 5 ans, au moment où ses défenses immunitaires sont faibles, il peut acquérir l'infection par l'intermédiaire d'un membre de la famille, donc, ou bien lorsque les enfants sont également à la crèche, donc par l'intermédiaire des gens qui les entourent. Ça, c'est le mode de transmission le plus fréquent dans nos régions. Mais l'hépatite peut se transmettre également par voie sexuelle, d'un partenaire qui a le virus à un autre partenaire qui n'en a pas. Il peut se transmettre également par voie sanguine, notamment avec l'usage d'objets souillés, les seringues ou bien les aiguilles des objets souillés, donc qui n'ont pas été stérilisés.
ou bien par l'intermédiaire de la transfusion sanguine, si la transfusion n'a pas été sécurisée, c'est-à-dire si on n'a pas recherché le virus avant donc de transfuser le sang. L'hépatite peut également se transmettre d'autres façons qui sont beaucoup plus rares, que ce soit avec les méthodes traditionnelles qu'on utilisait pour la scarification, pour les tatouages, ou bien la circoncision et autres, en utilisant un matériel qui n'a pas été stérilisé et qui est souillé. Donc en gros, ce sont vraiment les modes de transmission les plus fréquentes de l'hépatite. Souvent, on a tendance à dire que même partager les verres peut transmettre la maladie. Non. En fait, la transmission par le partage d'ustensiles est exceptionnelle, voire presque inexistant. Donc ça veut dire que l'on transmet par la salive et ça c'est rare parce que le virus n'existe presque pas dans la salive, sauf chez les personnes qui ont des charges, des taux de virus très élevés dans le sang. Donc ce qui est un peu rare. Donc le fait de partager une tasse de thé, de partager une tasse pour boire et tout ne peut pas permettre de transmettre l'hépatite. Docteur, comment reconnaître que la personne est malade d'hépatite? Ça, c'est le grand problème de l'hépatite. L'hépatite est une maladie silencieuse, c'est-à-dire qu'il n'y a presque pas de manifestation. Donc, c'est une maladie silencieuse et la plupart du temps, on découvre seulement lorsque on fait un dépistage en recherchant le virus. Mais souvent, la personne ne ressent rien. Donc, c'est pourquoi nous conseillons tout le temps aux gens de se faire dépister par rapport à l'hépatite. Parce que l'hépatite, sauf dans sa forme aiguë, donc qui est rare, où on peut avoir des manifestations à type de syndrome grippal, de douleur articulaire, d'ictère, donc c'est-à-dire la coloration jaune des yeux. Ça, on l'observe à la phase aiguë et pas tout le temps. Mais à la phase chronique, qui est la phase qui nous concerne le plus souvent, il n'y a aucune manifestation, sauf si l'hépatite a entraîné des complications. Docteur, comment faire pour éviter la maladie? Y a-t-il des vaccins ou autres méthodes de prévention? Pour éviter la maladie, la première chose à faire, c'est la vaccination. Il existe un vaccin qui est très efficace, qui existe au Sénégal depuis quelques années dans le programme élargi de vaccination. Et actuellement, depuis 2016, tous les enfants à la naissance doivent être vaccinés contre l'hépatite B. Ça, c'est le moyen le plus efficace pour éviter d'attraper l'infection. Les autres méthodes pour éviter d'avoir l'infection, c'est d'abord pour les adultes de se dépister, de voir s'ils n'ont pas le virus. S'ils ne l'ont pas, de voir s'ils n'ont pas de protection. Et s'ils ne l'ont pas, de se faire vacciner. Ensuite, il faut éviter d'utiliser du matériel qui est souillé, matériel médical qui est souillé. Éviter également d'avoir des rapports sexuels non protégés, notamment avec beaucoup de partenaires. Donc ceci peut aider à éviter la contamination avec le virus hépatite B. Mais ce que nous conseillons vraiment aux gens, c'est de faire un dépistage d'abord pour savoir s'ils ont l'hépatite ou pas avant de se faire vacciner. Docteur, en ce qui concerne les armées, existe-t-il un programme de lutte contre l'hépatite à l'instar du programme de lutte contre le sida entre autres? Actuellement, il n'existe pas de programme de lutte contre les hépatites dans les armées, qui est structuré comme le programme de lutte contre le VIH. Il n'y en a pas, mais je pense que ça ne saurait tarder. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits dans ce sens pour essayer de créer un cadre où les militaires seront mieux pris en charge et seront mieux sensibilisés, voire mieux dépistés et tout cela. Je pense qu'on y arrivera et que c'est en bonne voie. Pour les malades militaires, qu'est-ce qui est prévu pour la prise en charge? Ce que nous faisons, nous sensibilisons d'abord, nous recommandons le dépistage qui se fait maintenant presque dans tous les cas à l'incorporation, que ce soit dans les écoles ou bien au centre de recrutement. Mais également, nous préconisons le dépistage lors des visites systématiques et lors des missions à l'étranger, des missions OPEX, où systématiquement le dépistage est fait. Et pour les militaires qui sont porteurs chroniques du virus, donc nous les recevons à majorité ici à l'hôpital principal et ils sont suivis, évalués et ceux qui ont besoin de traitement, donc nous les mettons sous traitement pour savoir que le traitement il est disponible, accessible et donc subventionné par l'État du Sénégal. Donc globalement, les militaires qui ont l'hépatite quand même n'ont pas de problème de prise en charge. Donc lorsqu'ils arrivent, nous les prenons bien en charge pour les évaluer, savoir est-ce qu'ils ont besoin de traitement ou pas. S'ils en ont besoin, nous les mettons sous traitement et le traitement est disponible. Docteur, nous voilà au terme de notre entretien. Quel est votre message à l'endroit du public? Donc le message que je voudrais envoyer, c'est de recommander donc à tout le monde, les militaires, mais aussi à leurs familles,
s'ils ne connaissent pas leur statut par rapport à l'hépatite B, c'est-à-dire s'ils ne savent pas s'ils sont positifs ou négatifs, d'aller se faire dépister. Donc de faire un dépistage du virus de l'hépatite B, de le faire également pour leur famille. Comme ça, ceux qui sont positifs, qui peuvent aller à l'hôpital pour le suivi, parce que l'hépatite, qu'on soit traité ou pas, nécessite quand même un suivi pour éviter d'arriver aux complications. Et pour ceux qui ne sont pas positifs, nous leur recommanderons, s'ils ne sont pas protégés, d'être vaccinés. Mais vraiment, le premier message, s'il y avait quelque chose à retenir vraiment, c'est de se faire dépister et de dépister toute la famille. Et pour les épouses également, les dépister lorsqu'elles sont enceintes et de vacciner les enfants à la naissance, de veiller à cela. Docteur Armenachon, vous remercie. Plus de 271 femmes et jeunes filles ont été dépistées du cancer du sein et du col de l'utérus dans la période du 23 au 24 octobre, dans le cadre d'Octobre Rose, organisé par l'infirmerie hôpital de la base militaire de Thiès en collaboration avec la direction du service de santé des armées. Cette activité, dirigée par le médecin lieutenant-colonel Marie-Édouard Faye, professeur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a vu la participation de 7 gynécologues obstétriciens et 6 sages-femmes. À Thiès, l'adjudant Boubacar Diallo du bureau information relations publiques zone militaire numéro 7 a suivi pour Armenation. Les cancers du sein et du col de l'utérus sont les cancers les plus diagnostiqués chez les femmes à travers le monde, autant avant qu'après la ménopause. Pour permettre à certaines femmes et jeunes filles de se faire dépister, le service de santé des armées a mis à la disposition de la zone militaire numéro 7 une équipe médicale. Le lieutenant-colonel Marie-Édouard Faye-Diémé, professeur titulaire de gynécologie obstétrique, enseignante à la faculté de médecine de Dakar, exerçant au service de gynécologie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Nous avons organisé ces journées au bénéfice aussi bien des familles de militaires, mais également des femmes civiles, des femmes exerçant dans l'armée qui ont bien voulu se faire dépister pour ces 2 cancers. Après consultation, un suivi médical ou prise en charge est programmé en fonction des résultats afin que la maladie soit traitée avant qu'elle ne cause des dégâts pouvant aboutir au décès. Elle nous fait le bilan. Nous avons pu, au terme de ces journées, examiner 271 femmes, aussi bien civiles, militaires, familles de militaires ou civiles. Et parmi ces 271 femmes, nous avons environ 15 femmes qui étaient célibataires et qui ont bénéficié uniquement du dépistage du cancer du sein. Concernant le dépistage du cancer du sein, nous avons pu chez ces femmes retrouver 8 nodules du sein, mais qui semblaient tous bénins. Mais nous avons quand même prescrit certains examens complémentaires pour pouvoir prouver donc la bénignité de ces nodules du sein que nous avons pu retrouver, qui n'étaient pas suspects. Par contre, par rapport au cancer du col de l'utérus, nous avons réalisé 18 biopsies devant des lésions du col qui étaient suspectes. Et ces patientes vont bénéficier ensuite d'examens histologiques au niveau des structures militaires, notamment l'hôpital militaire de Ouakam et l'hôpital principal de Dakar. Il est important de connaître les comportements à adopter afin d'éviter de contracter cette maladie qui ne cesse d'inquiéter le monde de la science. Pour ce qui est du cancer du sein, en fait, il y a des facteurs de risque qui ont été identifiés. Et à partir de ça, il y a des conseils qu'on donne aux femmes, notamment pour prévenir un peu le cancer du sein. Dans ces facteurs, il y a des facteurs génétiques. Il y a des femmes, quand leur mère a eu un cancer du sein, peut-être elles sont à risque. Il y a tout un processus de dépistage pour pouvoir éviter qu'elles-mêmes elles ne fassent un cancer du sein. Ce que je disais également, et ça c'est valable la plupart des cancers, il faut avoir une bonne hygiène de vie, faire de l'activité physique régulièrement, éviter de manger trop gras. Tous ces conseils d'hygiène de vie permettent donc d'éviter certains cancers. Cette activité médicale entre dans le cadre de la 3e journée de dépistage du cancer du col de l'utérus et du sein organisée par la direction du service de santé des armées.
Nation, dans sa rubrique Que sont-ils devenus, est parti à Malika, dans le département de Pikine, pour rencontrer l'adjudant-chef à la retraite Mam Alassane Ba, ancien du bataillon des transmissions et ancien sociétaire de l'association sportive des forces armées. L'adjudant-chef Ba a fait les beaux jours de l'athlétisme africain et plus particulièrement sénégalais. Il a été plusieurs fois sacré champion du Sénégal aux 1500 mètres et champion d'Afrique aux 3000 mètres steeple. Cet adepte de la course de fond fut plusieurs fois médaillé d'or et d'argent. Dans l'entretien qu'il a accordé à Armée Nation, l'adjudant-chef en retraite Mam Alassane Ba est revenu sur son parcours sportif jalonné de succès, mais également sur les faits marquants de l'athlétisme sénégalais, sa reconversion et sa vision sur l'association sportive des forces armées d'aujourd'hui. Il est au micro du sergent Amadou Faye. Bonjour mon adjudant-chef. L'émission Armée Nation, dans sa rubrique Que sont-ils devenus, vous souhaite la bienvenue et vous remercie de nous accorder cet entretien. Pouvez-vous vous présenter aux auditeurs? Je me nomme Mam Alassane Ba, adjudant-chef sous-officier de carrière. Je suis champion du Sénégal de 1500 et 3000 steeple. J'ai fait pas mal de rencontres. Pouvez-vous nous parler de votre parcours dans l'armée? Je suis rentré dans l'armée en 1965. Après ma formation initiale, j'ai été affecté au bataillon des transmissions, à l'époque compagnie. Puis en 1970, j'ai été affecté à nouveau à la 13e compagnie ASA, actuel bataillon de sport. J'ai commencé ma carrière sportive en 1972 où j'ai fait ma première compétition au niveau national. Sur le plan national, 1974, j'étais champion du Sénégal comme médaille d'or aux 1500 mètres et au 3000 de steeple. Ensuite, en 1976, toujours, j'étais champion du Sénégal, médaille d'or au 3000 de steeple. En 1978, j'étais champion du Sénégal, médaille d'or au steeple. Sur le plan international, en 1976, au Burkina Faso, j'étais médaillé argent. En 1978, au cross-country, cycle Côte d'Ivoire, médaille d'argent. Bon, il y a eu ensuite la rencontre triangulaire Sénégal-Côte d'Ivoire-Ghana. J'étais champion de la zone, médaille d'or en Côte d'Ivoire. Sur la même lancée, nous avions continué jusqu'au Ghana. J'étais encore champion de la zone avec une médaille d'or à l'appui. Bon, ensuite, en 1978, je suis parti au championnat d'Afrique au Nigeria, où j'ai décroché une médaille d'or aux 1500 mètres. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué durant votre carrière? Comme vous le savez, le président Senghor aimait tellement l'athlétisme qu'à chaque fois, c'est lui qui présidait les championnats nationaux. Et son épreuve préférée était les 3000 steeple. J'avais remporté ce jour-là cette épreuve, ce qui m'avait rendu très fier, vraiment. Ce qui m'a le plus marqué, ce sont les championnats nationaux d'Afrique de 1978 au Nigeria. Ce jour-là, je représentais le Sénégal sur deux épreuves, 3000 mètres et 1500 mètres. Après la série de qualifications, je devais faire la finale des deux épreuves. Malheureusement, j'avais le tibia qui me faisait très mal. Je n'ai pas pu faire les deux. J'ai enlevé les 1500 mètres avec vraiment brio. Voilà. Mais ensuite, j'ai considéré que je ne pouvais plus continuer à faire les autres disciplines parce qu'on m'a enlevé pour m'emmener directement à l'hôpital. Fort heureusement, j'ai passé une nuit et je me suis remis. Mon agent-chef, après plusieurs années de bons et loyaux services dans les armées, quels étaient vos sentiments au moment de votre départ à la retraite? Ce qui est de mon départ à la retraite, ce fut un sentiment de fierté, car j'ai accompli mon devoir loyalement. J'ai servi ma patrie pendant plus d'une trentaine d'années. Je me suis également senti triste, car l'amour que j'avais de ce métier était immense. Comment avez-vous appréhendé la vie civile et que vous a-t-elle réservé après votre service actif? Ce fut tout simplement une reconversion bien réussie car je m'active en faisant de l'agriculture, de l'aviculture, de la pêche. Voilà, en somme, ce que je fais présentement. J'organise également des randonnées pédestres chaque week-end. Cette randonnée réunit les vieux, les moins vieux, les femmes, les enfants et tout le monde au bord de la plage. Tout le monde vient se présenter tous les dimanches matins ou bien les samedis. Voilà, en somme, voilà ce que je fais en fait. En tant qu'ancien sociétaire de l'association sportive des forces armées, quelle lecture faites-vous de ce temple sportif qui a longtemps fait les beaux jours du sport au Sénégal? Je dirais que ça fut le vivier des équipes nationales du Sénégal. Présentement, je constate une régression regrettable. Il va falloir redresser la barre très rapidement. La lecture que je peux faire
À mon humble avis, je crois qu'il va falloir revoir la formation des formateurs. Il faut faire les états généraux de l'export en général et de l'ASFA en particulier. Pour cela, il va falloir faire appel aux anciens qui sont encore là et qui sont actifs, sans exclure les cadres civils et militaires qui pourront ensemble voir ce qu'on pourra faire pour rehausser le blason de l'export au Sénégal et de l'ASFA en particulier. Mon chef, quel conseil prodiguez-vous aux militaires qui sont actuellement en activité, surtout aux jeunes et à ceux qui veulent embrasser le métier des armes? Le conseil que je peux donner à ces jeunes-là, je leur demande d'être disciplinés, d'être des patriotes et surtout d'avoir l'amour pour le métier. Car pour moi, il n'y a pas un métier plus noble que l'armée. Il n'y a pas un métier plus noble que de servir son pays. Rien que pour cela, on doit d'être discipliné, travailleur et avec beaucoup d'abnégation. Et pour ceux qui souhaitent franchir le seuil de l'armée, je les encourage vivement. Moi, chef, nous voilà au terme de cet entretien. Votre dernier mot? Je remercie le chef de l'état-major général des armées, la direction des transmissions, le bataillon de sport, la DIRPA qui m'a permis ce retrouvail. Je remercie également ma famille, mais aussi les Malikois qui m'ont soutenu durant toute ma carrière sportive et militaire. Je ne saurais les remercier. Merci beaucoup, je vous remercie infiniment. Je rappelle que nous étions avec l'adjudant-chef en retraite, Mam Alassane Ba, ancien transmetteur et ancien sociétaire de l'ASFA. Merci, mon chef. Merci. Chers auditeurs, nous vous laissons avec le caporal Rokhaya Kane qui vous fera voyager dans le monde musical. Amis auditeurs d'Armée Nation, bonjour. C'est un immense plaisir de vous retrouver nombreux branchés à cette fréquence pour vos dédicaces. L'adjudant-major Hassan Gueye du cabinet du chef d'état-major général des armées offre ce morceau à sa très chère famille, aux adjudants-majors Mar Fall Gueye, chef de la brigade de la gendarmerie de Tchonkou, à Moustapha Ndiaye de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, à Cyprien Diouf de la brigade nationale des sapeurs-pompiers et au personnel du cabinet du SEMGA. Ce tube est offert aux fidèles auditeurs d'Armée Nation, à l'adjudant-chef Moussa Koulibaly et Madame Awa Traoré, à la cité Castor de Rufisque et à toute la classe 97. Ce morceau est dédié pour faire plaisir au moniteur en chef paracommando, l'adjudant-major à la retraite Hassan Diop, ancien parachutiste, et à sa famille à Guédiawaye. Dédicace également à l'adjudant-major à la retraite Abdoulaye Dramé, anciennement de la DEMS, et à toute sa famille à Rufisque. Le sergent Amadou Faye de la DIRPA dédie ce morceau à toute la classe 99-1, particulièrement à tous les membres de l'amicale. Ce son musical tournera pour le plaisir de Madame Diop, née Maria Makambi, à Fatou Diop, à Assou Diop, toute à la cité Comico 5, Bambilor. C'était tout pour vos dédicaces. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure et sur la même fréquence. D'ici là, prenez soin de vous. Awa seni bay kumu jox
Chers auditeurs, nous voici au terme de votre émission. Vous aviez à la présentation le sergent-chef Alassane Diop, à la cabine technique le sergent-chef Famara Bodian. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure sur cette même fréquence. D'ici là, portez-vous bien. Une émission du ministère des Forces armées, réalisée par la Direction de l'information et des relations publiques des armées. Avec la collaboration technique de la Radio-Télévision du Sénégal.